Mesdames et messieurs, il est temps d'en parler. Ma boîte a récemment été vendue pour plus de 10 millions d'euros. Et moi, à titre personnel, j'ai touché que 15 000 euros. Alors pourquoi? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Et j'explique tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo, c'est aussi la suite d'un post LinkedIn que j'ai récemment publié et qui a énormément été vu et relayé. D'ailleurs, si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as vu ce post et que tu as envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, bienvenue sur ma chaîne. J'ai toujours rêvé d'être chanteur. Bon, pour bien comprendre, faut se remettre dans le contexte de Crème de la Crème. Pour ça, on revient en 2018. Q1 2018, on lève avec Crème de la Crème 3 millions d'euros. Quand on reçoit l'argent, on est déjà dans le négatif avec Crème de la Crème. La situation est très compliquée. Donc quand on reçoit ces fonds, on n'a pas exactement 3 millions d'euros sur le compte. Ensuite, on fait l'erreur de beaucoup trop recruter. Notamment sur la partie produit et la partie tech. On pensait pouvoir scaler une plateforme de freelance, grosse erreur. Bref, quelques mois plus tard, en octobre 2018, pour être précis, plus rien ne va chez Crème. J'apprends par un investisseur et proche conseiller que ma boîte, sur le papier, dans 5 mois, elle est morte, si on vire pas des gens. Et là, je dois avouer que l'apprendre par quelqu'un d'extérieur, ça met un gros coup à l'époque. En fait, ça révèle une grosse faille dans l'assaut avec mon associé. Et du coup, on finit par s'embrouiller. En plus de ça, au vu de la situation alarmante, on décide de baisser nos salaires de fondateurs. J'ai même plus assez pour payer mon loyer et mon prêt étudiant. Du coup, je cumule 2 jobs, COO de Crème de la Crème le jour et freelance la nuit. Résultat, je fais un burn-out. On adore. Bon, une fois que l'ensemble des investisseurs apprennent la situation et qu'ils nous lavent complètement en meeting, ils nomment un DG provisoire qui prend la tête de l'entreprise pour nous aider à redresser la boîte et à assainir les comptes. C'était la condition sine qua non pour que les invests remettent au pot et que la boîte soit sauvée. Et maintenant, avec du recul, c'était une très bonne idée qui a clairement sauvé la boîte. L'autre condition, c'était de faire passer une clause de liquide préférentiel. Alors, petite parenthèse ici, on s'arrête 2 secondes. Ici, quand on parle de clause de liquide préf, on est en juillet 2019. Et cette période est importante pour comprendre mon point de vue, ma vidéo et mon histoire. Parce que c'est à cette période-là que je décide de quitter l'entreprise. Pourquoi? Fin 2018, j'avais déjà émis l'idée de quitter la boîte après avoir découvert que je savais pas toujours tout ce qui se passait en interne. À l'époque, j'étais sur un rôle purement opérationnel et je touchais jamais à de l'admin. Clairement, ça a été une erreur. J'aurais dû beaucoup plus m'y intéresser, quitte à mettre le nez dans des dossiers qui me paraissaient parfois bancals. Mais franchement, à l'époque, j'avais ni le recul et ni la maturité pour me permettre de faire ce genre de choses. Bref, en tout cas, pour moi, c'était inconcevable de continuer à diriger une boîte quand t'as pas toutes les infos en temps et en heure. Le fait d'avoir découvert par un externe que ma boîte était presque au tapis, à l'époque, très franchement, ça m'a mis un gros coup. J'avais plus du tout confiance. La communication avait toujours été difficile. Mais là, on avait atteint un niveau de rétention d'informations qui ne pouvait plus du tout me permettre de travailler dignement. À la fin de la journée, j'étais censé être autant responsable que mes associés, mais sans les infos. Bon, clairement, pour moi, c'était lunaire. Donc, après avoir émis l'idée de potentiellement quitter la boîte, j'ai décidé de nous laisser un sursis de 6 mois. Bon, l'ultimatum était très clair, si ça va pas mieux dans 6 mois, je quitte la boîte. Moi, je refusais clairement d'y laisser ma santé physique et mentale. Pour rappel, j'avais fait des crises d'angoisse et un burn-out quelques mois auparavant. 6 mois plus tard, rien n'a changé, donc je décide de quitter la boîte en juin 2019. Ça a été un crève-cœur, mais j'ai toujours eu le sentiment d'avoir pris la bonne décision. Celle qui me permettrait de me sentir aligné et en sécurité. Voilà, on ferme la parenthèse. Je referme la parenthèse. Mais c'était important de comprendre ma situation et mon contexte pour comprendre ce qui s'est passé. Donc en juin 2019, je vois tout le monde de la boîte en one-one et je quitte l'entreprise. Septembre 2019, donc 3 mois après mon départ, je reçois sans aucune explication un contrat avec dedans cette fameuse clause de liquide préf. Donc évidemment, dans ces conditions, j'étais clairement pas en position de négocier, j'étais même pas à la table des négociations et j'ai jamais pu émettre mon propre avis.
Ce qui nous amène maintenant à qu'est-ce que c'est que cette clause de liquide préf. En gros, quand tu lèves avec des investisseurs, tu vas négocier tout un tas de choses que tu vas faire apparaître dans le pacte d'associés. Et une chose en particularité, c'est la répartition des valeurs s'il y a une vente. Sache d'ailleurs que dans un pacte, tout est négociable. Même le fait que tu te fasses enfler alors que tu as vendu ta boîte 100 millions. La clause de liquide préf, c'est donc une décision commune sur, en gros, le scénario de « Ok, on a vendu, il y a de l'argent sur la table, maintenant comment on répartit cet argent ?» Et dans quel ordre? Alors, assez logiquement et naïvement, on peut répondre « proportionnellement à nos parts, non ?» Eh ben non. La clause de liquide préférentiel est justement là pour protéger les investisseurs si la vente ne leur permet pas de récupérer à minima leur mise de départ. Concrètement, si par exemple tu investis 1000 euros dans un projet et que ces 1000 euros permettent aux fondateurs de valoriser leur part et de développer le projet, mais qu'à la fin tu récupères 50 euros à la vente de la société, c'est pas carré du tout. En tant qu'investisseur, tu te dis que tu as pris des risques à investir et donc tu t'attends à des garanties quand tu vends l'entreprise, à minima pour récupérer ta mise. Et ça, peu importe l'argent que tu auras mis dans la boîte. Et ça, peu importe le montant de la vente. Bon, maintenant, si tu te mets à la place vraiment d'un investisseur, c'est assez logique finalement de vouloir mettre en place ces mécanismes quand tu investis. Surtout dans ce cas-là, quand tu connais déjà la situation de Crème en 2018 et en 2019. Mais ça, c'est pour la théorie. Faut voir maintenant comment c'est réellement appliqué. Bon, ok, maintenant les gars, je vais vous montrer avec ce que j'ai trouvé sur internet à quoi ressemble concrètement, enfin comment ça fonctionne concrètement une clause de liquide préf. Petit changement d'ambiance aussi, j'espère que vous appréciez la déco de la chambre. Ok, c'est parti. Ok, donc pour commencer, en gros, j'ai trouvé plusieurs choses sur internet qui sont pas mal. La première chose, c'est une boîte qui s'appelle Braquage, qui vous aide à vous structurer sur votre première levée de fonds. C'est ce que j'ai compris, je pense que c'est surtout du seed. Je sais pas s'ils vont jusqu'à la série A, la série B, bref. Ça s'appelle Braquage, ils ont un blog et ils font du conseil, ils accompagnent. L'autre chose que j'ai trouvé, c'est évidemment The Galleon Project. Bon, ça c'est assez connu, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent pas encore connaître. Mais concrètement, je sais pas comment je peux appeler ça, mais c'est un rassemblement d'entrepreneurs ont pour objectif de structurer en fait l'environnement entrepreneurial français. Et pour ça, en fait, ils ont créé la Galleon Term Sheet. L'idée, c'est d'uniformiser au maximum la façon dont et de faciliter aussi la façon dont on va lever des fonds. Et c'est vraiment tourné pour les entrepreneurs, donc c'est super intéressant. Voilà, donc en fait, je vais juste m'appuyer sur ces deux choses-là parce que dans leur document, ils ont des visuels qui sont plutôt bien faits. Donc voilà, donc très rapidement, on commence avec ici l'article qu'est-ce qu'une clause de liquidation préférentielle chez Braquage. Et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'était juste très rapidement. Mais en gros, là, on a un schéma qui te montre, en gros, sans la liquide préf et avec la liquide préf. Donc, imaginons que tu vends la boîte 10 millions d'euros. Il n'y a pas de liquidation préférentielle. Tu vois qu'en fait, les investisseurs qui sont ici en rose touchent moins que les fondateurs, les personnes qui ont créé la boîte. Et avec une liquide préf, on voit qu'ils sont 50-50. Donc on se rend compte que, encore une fois, là c'est visuel, mais ça montre que cette clause, elle est là pour garantir, pour sécuriser l'investissement des investisseurs. Donc voilà, c'était juste très rapide, mais c'était visuel et c'était une façon de rentrer dans le vif du sujet. Je vais tout de suite sur le Galleon Project. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal. En gros, ce qu'il faut comprendre avec la liquide préf, il y a deux choses à savoir. La première, c'est une clause de liquide préf peut être participative ou non participative. Concrètement. Et ce qui est recommandé, notamment chez le Galleon Project, mais de manière générale, c'est de choisir la non participative. Pourquoi ? En fait, concrètement, comme je le disais, le but de tout ça, c'est de dire, de la clause de liquide préf, c'est quand il y a de l'argent sur la table, à la fin, quand il y a une vente, quand il y a un exit, comment on répartit cette valeur ? La non participative, s'il reste à la fin, c'est-à-dire quand tout le monde s'est servi, tout le monde s'est remboursé, etc., s'il y a ce qu'on appelle du résidu, ça va directement dans la poche des fondateurs ou des détenteurs des actions ordinaires. Donc des personnes qui étaient là depuis le début. En participative, la distribution, le partage, se fait jusqu'au bout. C'est-à-dire que même s'il reste encore de l'argent, ça va à tout le monde. Donc ce qui est proposé, ce qui est recommandé ici, c'est de prendre la non participative. Donc il y a une chose à comprendre, c'est ça. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le carve-out. Le carve-out, ça va permettre aux entrepreneurs
de récupérer un minima d'argent au tout début, avant même qu'on aille faire de la rétribution d'argent, qu'on aille distribuer cet argent qui est sur la table. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet aux entrepreneurs de rester incentivés avant la vente. Si les entrepreneurs savent que la boîte va être vendue dans un an, ou qu'ils vont la vendre, mais qu'ils se rendent compte que la valo était trop haute et que de toute façon ils vont se faire dézinguer et qu'ils auront rien à la vente, bah en fait ça marche pas. Les entrepreneurs vont pas vouloir, les fondateurs vont pas vouloir continuer à bosser, ils seront pas incentivés, ils seront pas motivés. Donc en fait c'est là pour vraiment aider les entrepreneurs à rester motivés et en même temps à ce que ce soit cohérent pour les investisseurs qui investissent sur des hommes et notamment des hommes clés. En gros, sur une revente par exemple à 20 millions, ici on va zoomer un petit peu. Ici on a donc un scénario à la revente à 20 millions. On a, comme on le voit ici, une clause non participative ou une clause participative. Et dans chacun des scénarios, on va avoir avec ou sans carve-out. Et donc on voit ici qu'en fait le carve-out, donc ici ça va être tous les fondateurs et ici les investisseurs. Donc imaginons que les entrepreneurs ont un certain nombre de parts et les investisseurs également. Et en fait on voit ici au tout début que le carve-out intervient au tout début du partage de l'argent, de la valeur. Et ensuite on va avoir du résidu. Et donc en fonction de si on est en participatif ou non, ce résidu sera rétribué aux fondateurs et aux détenteurs d'actions ordinaires. Voilà, l'idée c'était surtout d'avoir un visuel pour le montrer. Moi personnellement, je ne comprends pas grand chose quand c'est pas visuel. Juste des mots comme ça, c'est compliqué. Donc je trouvais ça intéressant. Il y a plusieurs scénarios. En fait, il y a un scénario à une revente à 2 millions. Donc là, revente à 2 millions, en fait, on se rend compte que les investisseurs qui ont mis de l'argent, ils doivent se rembourser. Et en fait, avec 2 millions, il n'y a pas assez. Donc en fait, on se rend compte qu'ici, c'est principalement à la couleur des investisseurs, on se rend compte que c'est principalement les investisseurs qui récupèrent de l'oseille. Et c'est logique. Mais heureusement, grâce au carve-out, les entrepreneurs, les fondateurs, je les appelle les entrepreneurs, mais c'est pareil, les fondateurs, récupèrent un petit peu d'argent. Et on voit que là, sans carve-out, les fondateurs sont niqués. Donc en fait, concrètement, ce scénario, c'est le worst case scénario, c'est-à-dire que t'es à une revente à 2 millions, donc il n'y a pas beaucoup d'oseille à se partager, il n'y a pas de carve-out, donc en gros, tu touches walou. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, il y avait pas assez d'argent pour payer tout le monde, mais il y avait un carve-out. Sur la vente de crème, il y avait un carve-out de 5%, et donc moi j'ai pu récupérer un petit peu. Mais s'il n'y avait pas eu de carve-out, j'aurais été dans ce cas de figure-là. Finalement, moi aujourd'hui, je me retrouve dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que je récupère un petit peu avec du carve-out. Voilà, donc ce document, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez une revente à 2 millions, donc c'est le worst case. Scénario 2, revente à 20 millions, c'est un scénario plutôt pas mal. Et celui-là, c'est un scénario avec un très grand succès, donc revente à 100 millions. Ouais, donc il y a autre chose aussi, avant de terminer cette petite explication. Il y a Braquage qui a fait un outil qui m'a l'air pas mal. Pour être très honnête, je l'ai pas encore ultra bien utilisé. Je viens de le recevoir, mais ça m'a l'air quand même assez intéressant et plutôt bien fait. Donc je pense que c'est aussi un outil qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux et de jouer aussi et de faire des simulations. Donc ça c'est cool. Je pense que je vais m'amuser avec. Donc voilà, on a en 1, tu rentres ta table de capitalisation. Donc là ça va être vraiment combien t'as de parts, combien il y a d'investisseurs dans la table de capi, tout ça. T'as les conditions de levée. Donc là tu vas mettre des informations qui te sont propres à toi. Et tu vas avoir la partie exit, c'est-à-dire combien ça vend, est-ce qu'il y a une clause de liquide prêt, blablabla, etc., etc. Et ici, tu vas avoir la simulation de la waterfall. Donc la waterfall, ça va être, il y a de l'argent, et en fait, concrètement, comment on répartit cette valeur, et donc à la fin, ça fait une cascade. Et c'est intéressant parce que du coup, on va voir la simulation avec ou sans liquide pref. Donc en fait, ce document, en fait, tu lèves des fonds, et que tu te mets à signer, en tout cas, si les invests se mettent à te proposer une clause de liquide pref, c'est intéressant de l'utiliser parce que tu vas pouvoir voir à la fin ce que tu vas récupérer ou pas, et tu vas pouvoir faire des simulations. Encore une fois, tout ça est lié à un contexte perso, parce que ça va dépendre de combien tu vas vendre, etc. Donc encore une fois, le cas de Crème de la Crème, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a des cas qui se sont très très bien déroulés, il y a des cas un peu moins bien, enfin voilà, c'est pas si
évident que ça. Bon voilà, j'ai essayé de l'expliquer avec mes mots. Très honnêtement, j'espère que ce sera assez clair. L'idée c'était vraiment juste de vous donner des clés visuelles et aussi des liens avec lesquels vous allez pouvoir vous amuser et que vous allez pouvoir vous faire votre propre compréhension du sujet. Intéressez-vous à ça, c'est important. Et très honnêtement, le document de Galion Project, j'ai pas tout regardé, mais c'est quand même assez complet. Il y a pas mal de choses. Et moi, avec du recul aujourd'hui, je me rends vraiment compte quand même que j'étais vraiment pas informé de ces choses-là. Encore une fois, c'est ma responsabilité à moi aussi de m'y intéresser. À l'époque, je m'étais vraiment dit, ok, c'est bon, c'est géré par d'autres personnes. J'ai pas besoin de m'emmerder avec ça. J'ai suffisamment de taf, etc. Et c'est un peu ce qui se passe en général, c'est que tu rentres dans un truc un peu facile, c'est de la facilité, tu te dis, bon, si on commence à tous se mettre sur les mêmes sujets, on va pas s'en sortir, donc tu délègues, on se répartit les tâches, mais finalement, il y a quand même des choses sur lesquelles on devrait, en tant qu'entrepreneur, ne pas faire l'impasse. Et je pense que ça en fait partie. Donc voilà, si ça permet aussi à certains d'entre vous de prendre conscience de certaines choses, c'est top. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous donner envie de vous y intéresser un petit peu plus. En vrai, c'est pas si compliqué que ça. Quand tu rentres dans le détail avec différents scénarios, il peut y avoir des difficultés à comprendre, mais le principe même est vraiment pas compliqué à comprendre. Donc voilà, je vous invite tous à vous y intéresser. Alors maintenant, comment on passe d'une vente de 10 millions d'euros à un exit de 15 000 euros? Bah déjà, j'étais énormément dilué. Pour rappel, avec Crème de la Crème, on a enchaîné les levées. Je sais même plus exactement combien, mais je crois qu'en tout, on a fait 4 à 5 levées. Puis, il y a eu ce bridge sur lequel les investisseurs ont pu remettre au pot et acquérir de nouvelles actions de rang D. Donc de mémoire, quand je quitte Crème de la Crème, j'avais encore 12% de la société. Ensuite, j'ai eu l'occasion de revendre une partie de mes parts à mes associés. Après 2 ventes, il me restait plus que 2%. Une fois la boîte vendue et la clause de liquide préf activée, j'ai reçu un courrier. Plus précisément même un mail, sans aucun call, sans aucune explication. J'étais même pas au courant que la boîte allait être vendue, me disant que j'allais récupérer 15 000 euros. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En tout cas, moi, c'est tout ce que je savais à ce moment-là. En décembre 2024, je reçois ce mail et j'ai pas plus d'informations. Alors évidemment, j'ai bien conscience que toutes les ventes ne se passent pas comme ça, mais à mon avis, je suis pas le seul à vivre ce que j'ai vécu. Là, ici, c'est ce qui m'amène à créer du contenu, à vous en parler, parce que il y a très peu d'informations. Il y a le chat. Dis bonjour à la caméra. Bon, maintenant mon avis perso sur la situation. Très franchement, je m'en fous de pas avoir encaissé avec cette vente. Assez rapidement, je me suis dit que ça en valait pas la peine. Bon, j'avoue, j'ai quand même eu 24 heures de seum, hein. Quand tu t'attends à toucher un petit truc et que tu touches presque rien, voire rien, forcément t'as un peu le seum. Mais vu comment je réagissais à ça, je me suis dit bon, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête et de se mettre dans le mal pour de l'argent? Donc assez rapidement, j'ai changé d'état d'esprit par rapport à ça et voilà, j'ai eu 24 heures de seum et après je suis passé à autre chose. Et en fait, ça m'a fait du bien de passer justement à autre chose. L'idée, c'est clairement de pas rester bloqué sur ça. Pour moi, c'est trop petit. Ça fait peut-être un peu bisounours en vrai de dire ça, mais je me considérais comme déjà suffisamment chanceux d'être bien physiquement et mentalement, et c'était pour moi le plus important. Bon, l'argent, ça va, ça vient, on connaît. Bon, le but, c'est d'en faire un maximum, mais parce qu'il y a un mais. Tout ça, en vrai, ça m'atteint pas des masses à partir du moment où je peux apprendre de ça, où je peux en tirer un apprentissage. Et ici, c'est clairement en créant du contenu. Parce qu'en créant du contenu, t'essaies de comprendre comment ça s'est passé, pourquoi, tu reviens un peu en arrière. Et le but de créer du contenu, c'est de le délivrer de la façon la plus pédagogique possible et de la plus claire possible. Et c'est donc en faisant du contenu, et c'est par exemple en faisant cette vidéo. Du contenu pour éduquer et alerter un maximum de personnes, et principalement les entrepreneurs, soit qui sont déjà lancés et qui veulent lever des fonds, ou des entrepreneurs en devenir. Et en vrai, c'est assez rare, si on parle de ce sujet-là, c'est assez rare qu'il y ait des entrepreneurs qui touchent vraiment leur oseille, qui se font des couilles en or. C'est quand même assez rare. Quand tu prends le nombre de boîtes qui sont lancées, le nombre de startups qui sont lancées, et le nombre d'entrepreneurs qui existent un certain montant, c'est-à-dire on va dire à 6 chiffres par exemple, à partir de 100 000 euros, c'est quand même assez rare. Il y a une très faible proportion. Et ceux qui te disent j'ai vendu, quand tu leur demandes combien et qui te disent je peux pas te le dire, bon, en général c'est qu'ils sont sortis avec que dalle et qu'ils ont pas envie de le dire quoi. Sur le papier, t'as quand même beaucoup de gens qui ont vendu leur boîte, mais en réalité souvent les boîtes ont été reprises pour 1 euro symbolique, ou on a juste racheté la dette,
ou autre, mais c'est souvent ce qui se passe, quoi. Ensuite, à titre personnel, sur cette vente, certes, j'ai touché 15K, donc j'ai touché 15 000 euros, là où potentiellement j'aurais pu avoir un potentiel de 300 000 euros, mais j'ai eu de la chance, parce que j'avais déjà vendu des parts à mes anciens associés, donc pour ça je me sens quand même un petit peu chanceux, mais pour moi c'est deux sujets différents, le fait d'avoir vendu des parts auparavant et de ne rien avoir touché sur cette vente-là. En tout cas pour ma part, j'ai pu toucher en tout 150 000 euros à travers 2 ventes, ce qui m'a permis d'ailleurs de relancer une boîte. Par contre, il y a des personnes qui ont vraiment rien touché sur cette vente, vraiment que dalle. Exemple, Romain, ex-CTO de Crème de la Crème et cofondateur clairement de Crème de la Crème, il était là au tout début, et ben lui il a touché 7 000 euros, là où des salariés de l'entreprise, des devs qu'il a lui-même recrutés ont touché 35 000 euros. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres. Il y a plein de personnes qui ont touché très peu d'argent, là où ils en ont investi soit en temps, soit en argent, quoi. Et ça fout vraiment le seum pour eux, pour le coup. En fait, ce qui fait vraiment chier pour eux, c'est que c'est vraiment des personnes qui se sont investies à fond et qui étaient là au tout début de Crème de la Crème. Et en fait, quand tu montes une boîte, tu sais qu'au début, les gens qui te soutiennent, il y en a très peu. Et ces gens-là, au tout début d'une boîte, prennent beaucoup de risques. Et ces gens-là, c'est ces personnes-là, c'est les gens qui sont arrivés au tout début de l'histoire, qui se sont fait vraiment enfler, quoi. Qu'importe la mécanique et la logique derrière, même si tu peux l'expliquer, ça fout le seum pour eux. Et le truc aujourd'hui, dans cette histoire, c'est que personne est vraiment allé les voir en leur expliquant et en ayant un peu de bienveillance, quoi. Ça s'est fait vraiment en mode on t'envoie des courriers et va te faire enculer, quoi. Ouais, frérot, dis-moi, sur YouTube, on peut dire des gros mots ou pas? Donc c'est vraiment, ça fait chier pour ces gens-là, quoi. Ça, c'est vraiment emmerdant. Maintenant, je comprends aussi que les investisseurs qui ont dû remettre au pot, parce que s'ils remettaient pas et que la boîte se plantait, c'était aussi leur thune qu'ils perdaient. La thune qu'ils avaient mis auparavant. Je peux comprendre que ces investisseurs-là, ils aient demandé des garanties. C'est logique. Imagine, tu mets 200 000 euros dans une boîte, et 6 mois plus tard, les fondateurs, ils viennent te voir, et ils te disent, en fait, il y a plus, il faut remettre. Évidemment que tu serres, et que tu durcis la relation. C'est évident. En fait, on peut voir tout ça depuis des angles différents, et ça reste cohérent. Il y en a qui ont le seum, et qui sont vraiment énervés, et tu peux les comprendre. Et il y en a qui ont encaissé, et qui se sont sauvés, qui ont mis des garanties, et tu peux les comprendre aussi. Donc c'est quand même une histoire assez complexe. Il y a clairement eu un manque de communication entre le board de Crème, les investisseurs historiques, et les associés sortants. Et à titre personnel, je trouve que ça a énormément manqué aussi d'empathie et de bienveillance. En fait, on n'a jamais vraiment été mis dans la confidence, ni sollicité, pour ces sujets de vente et de négociation. On peut l'expliquer, ça peut s'expliquer, mais c'est assez violent quand t'as aucune information et que tu te rends compte en recevant un courrier que ta boîte est vendue et que en fait tu touches que dalle, quoi. Autre chose aussi qui est quand même assez délicat à encaisser, c'est quand tu vois en fait le delta entre certaines personnes, entre ce que certaines personnes ont encaissé et ce que d'autres ont encaissé aussi. Il y a un delta qui est immense. On est sur des sommes, on a des sommes à 7-10K et on a des sommes à plusieurs millions encaissées par une personne. C'est un truc de dingue. Il y a un delta assez immense. Et je sais pas si c'est mon côté humaniste ou quoi, mais il y a un moment donné, en fait, dans cette histoire, je me dis, putain, mais est-ce qu'il va y avoir un geste classe, tu vois, ok, le mécanisme c'est celui-là, on va pas tout refaire l'histoire, mais voilà. Je me suis fait de la thune sur ta boîte, clairement, mais agressivement. Ok, vas-y, je dédommage, je donne un billet, je sais pas, mais je suis peut-être complètement bisounours, ça m'intéresserait connaître votre avis dans les commentaires, mais je sais pas, il y a un truc moi qui me dérange profondément avec l'idée de se dire, il y a des gens qui ont donné du temps mais de fou, qui ont travaillé comme des porcs pendant des années dans un moment où en fait faut y croire quand même quand il y a rien du tout, et en fait qui touchent que dalle. Et t'as des gens qui sont arrivés bien après, qui certes ont eu un impact très important sur l'entreprise aussi, tu peux pas le nier, c'est impossible et je le nie pas. Mais le delta, il est immense, quoi. C'est vraiment, on passe de rien à genre des millions. Je dis, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans la logique des choses humaines et tout, c'est pas normal. Maintenant, mathématiquement, oui, ça peut s'expliquer. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'encore aujourd'hui, à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu 0 dialogue. C'est vraiment en mode, on vous a envoyé un courrier et c'est tout, quoi. Allez vous faire enculer. On vous parle pas.
vous existez pas quoi, vous existez plus. On a vos numéros de téléphone, mais rien, pas d'appel, pas de coup de fil, pas de SMS, rien du tout, que dalle. C'est gratuit, c'est un geste de personne, voilà, c'est d'appeler, d'informer, d'expliquer. Je sais pas, c'est quelque chose pour moi qui ressort plus de l'ordre de la classe, quoi. Être classe, mais bon. Je tiens à préciser une petite chose très rapidement. Quand je dis que j'imagine, que j'aurais pu imaginer qu'il y a une sorte de répartition ou enfin en tout cas que quelqu'un puisse se dire tiens vas-y tu sais quoi, je me suis fait de la thune sur ta boîte, tiens je te file un billet. Je parle pas de moi. Moi personnellement, je l'ai dit, je m'en fous. J'ai eu de la chance, j'ai pu toucher un petit peu, mais je m'en fous. Moi je parle plutôt d'autres personnes, notamment Romain, où vraiment je me dis c'est quand même affolant quoi. Donc voilà, je le dis pas pour moi, très honnêtement, et je suis très très sincère. Justement, par rapport à ça, moi ça me, et là encore une fois c'est ultra personnel et c'est une vidéo perso, je l'ai déjà dit dans la vidéo, et puis c'est ma chaîne donc je fais ce que je veux en fait. En fait moi ce que j'arrive pas, c'est contre mes valeurs, mais de me dire j'ai bossé avec, par exemple Romain, j'ai bossé avec lui pendant des années et aujourd'hui Romain c'est quand même quelqu'un qui a permis à la boîte au départ, tous ceux qui regarderont la vidéo et qui ont connu Crème de près dans les premières années sauront que c'est vrai. C'est que Romain a apporté un énorme plus à la boîte. Il nous a ouvert un réseau très tech sur Paris. Il nous a ouvert les portes de 42 où avec Crème on a réussi à se lancer avec ça et on a eu une image assez tech très rapidement et on en avait besoin. Il nous a mis en relation avec des experts, son réseau. Il nous a donné une identité à ce niveau-là qui était assez forte chez Crème. Voilà, il est resté plusieurs années chez Crème. Il a produit, il a beaucoup taffé et tout. Après, certes, il est parti parce qu'à un moment donné, il apportait plus autant qu'il pouvait apporter. Et fine, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais une entreprise, elle se développe avec différentes étapes et différents types de personnes. Et en fait, à partir du moment où une boîte elle est arrivée à l'étape 10, tu peux pas dénigrer les gens qui étaient là de 0 à 5 parce qu'en fait si ta boîte elle est arrivée à 10, c'est grâce aussi aux gens qui étaient là entre 0 à 5, sinon elle serait pas arrivée à 10. Moi par exemple les entreprises que je monte, tout le monde compte, que ce soit un stagiaire, que ce soit un freelance, etc. Parce que c'est grâce à l'ensemble de ces gens-là qu'on en est arrivé là où la boîte est arrivée. Bref, donc tout ça pour dire que moi ça m'importe beaucoup et en fait ce truc de répartition, j'ai prévu de le faire et je le dis dans la vidéo, mais moi je vais reverser 3% de ce que j'ai récupéré sur cette vente, donc 15 000 euros, je vais reverser 3%, alors je sais pas ce que ça fait, je crois que ça fait 400 balles, je vais pas trop regarder, c'est très authentique ce que je suis en train de faire, mais j'y avais déjà pensé auparavant et je le dis là, mais je me dis qu'en fait c'est la logique des choses humaine. Je m'écarte de ce truc de mathématiques, etc., de logique financière et tout. Ok, très bien. Mais t'as un truc... Si on pensait toujours comme ça, dans ce cas-là, les associations, les dons, etc., ça n'existerait pas. Donc là, moi, c'est le cas. Et en fait, à travers ce message aussi là, c'est que voilà, pour moi, je veux partager ce que j'ai eu, même si c'est vraiment pas grand-chose. Je me dis qu'en fait, si on fait tout ça, je sais pas, en fait, ça règle le problème, quoi. Tu peux expliquer que mathématiquement, on peut le comprendre. Bah ok, très bien. Il y a une clause de liquide bref. On n'a pas été là, on n'a pas été dans les négociations, on n'a pas pu le gérer, etc. Ça, voilà, bref. Mais à la fin, on a quand même une solution qui est plus humaine et qui vient compenser ce qu'une clause ne peut pas faire. Donc voilà, peut-être que ça va donner des idées à certains. En tout cas, moi je donne 3%, donc de 15 000 euros à Romain. Et voilà, et j'espère que ça va donner des idées à certains et que ça peut potentiellement aussi permettre à certaines personnes d'échanger, de se reconnecter, parce que pour moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une histoire de pognon dans l'histoire, c'est aussi une histoire de personnes, d'humains. On a vécu énormément de choses avec Crème que j'ai adoré, mais genre vraiment j'ai trouvé ça tellement enrichissant. Et toutes les personnes qui ont bossé chez Crème, je pense pourront le dire. On a vraiment créé une boîte qui est ouf. Aujourd'hui, je sais pas parce que je suis plus dans les petits papiers, mais à l'époque c'était vraiment assez intense dans le bon sens. Et donc voilà, moi j'ai pas envie de finir sur un truc dégueulasse, ça me va pas. Voilà, donc pour finir cette vidéo, on va faire aussi un truc. Comme je le disais en début de la vidéo, donc j'ai posté un post LinkedIn qui a été pas mal vu sur justement la vente
de Crème de la Crème. Ce post a été énormément relayé, énormément vu. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Donc il a fait plus de 250 000 vues. Il y a eu plus de 300, 400 commentaires, je sais plus. J'ai arrêté de les regarder. Et il y a eu 95% de retours positifs. Mais il y a forcément eu des gens qui m'ont allumé. Voilà, ils avaient leur raison de m'allumer. Quand tu fais des vues et que t'es vu par beaucoup de monde, forcément, t'es vu aussi par des gens qui passent une mauvaise journée. Donc, je me suis fait allumer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit react sur les commentaires négatifs et je vais leur apporter une réponse. Voilà, parce que j'ai pas répondu dans les commentaires. Au bout d'un moment, je pouvais plus répondre et puis j'ai arrêté de regarder parce que c'était compliqué, j'arrivais plus à taffer. Donc, je vais le faire à travers cette vidéo avec du recul. Voilà. Et ce sera la dernière chose de cette vidéo. Et après, on se quittera. Une autre question aussi. Est-ce que sur YouTube, on peut mettre des musiques connues, tu vois? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est quoi les... Est-ce qu'on a le droit en fait de mettre des musiques connues? Bon, c'est parti. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait faire un petit react sur les commentaires qu'on a eu. Je vais être très franc et très transparent. Je vais juste être très transparent en fait. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. On rentre dans le vif du sujet. C'est pas forcément des gens qui m'ont attaqué, hein. C'est juste des gens qui posent des questions. Donc, cette clause de liquidation préférentielle n'est pas venue de nulle part. Du coup, je me demande, mauvaise négo à l'époque? Exit forcé par les détenteurs de cette fameuse clause? J'apprécie la transparence, que je ne comprends pas la posture narrative qui sous-entend que tout cela est subi. N'y a-t-il rien que tu aurais pu faire pour éviter que plein de gens se prennent un coup à sec? Alors, merci Julien. Si, alors encore une fois, comme je l'expliquais dans la vidéo, j'étais plus du tout chez Crème. Enfin, j'étais plus. Si, j'étais encore actionnaire et tout, mais j'avais quitté mon poste, quoi, mes fonctions. Et j'avais aucune info, quoi. Très, voire pas du tout, en fait, d'informations. Pas de communication. Voilà. Je sais que il a été conseillé de venir me parler en amont, à moi à titre personnel, mais ça n'a pas été fait. Ça a d'ailleurs, au moment où j'ai dû signer ce nouveau pacte d'associés, avec cette clause, ça a créé énormément de friction d'ailleurs, parce que justement moi je voulais pas signer à la base, mais ça a foutu un peu la merde. J'ai fini par signer, mais j'avais même pas connaissance ni conscience de la clause de liquide. Bref, si je voulais pas signer, c'était pour d'autres choses. Il y avait des choses qui ne m'allaient pas, et peut-être que j'en ferai une autre vidéo, ça, parce que c'est super intéressant aussi de parler de ce truc-là, parce que je connaissais pas ça à l'époque. Donc, mauvaise négo à l'époque. Écoute, j'étais pas dans les négos à l'époque. Donc j'ai pas pu négocier, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on était à genoux, concrètement, et qu'en fait, la direction qui était en place ne dirigeait plus grand chose parce qu'elle pouvait plus diriger, en tout cas, elle pouvait plus prendre de décision et c'est plus elle qui dirigeait. Voilà, en gros, j'espère que j'ai répondu. Au fait, rapidement, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai déjà cofondé 3 startups au cours des 10 dernières années et elles sont encore toutes en activité. Et en parallèle de mes boîtes, j'accompagne chaque mois 5 projets, 5 entrepreneurs en privé que je trouve pertinents et intéressants. Alors, si le coaching personnalisé t'intéresse, va dans la description, j'ai mis un lien, tout est expliqué. Théo cherche la faille. Il ausculte tout et il cherche à couper toutes les branches qui vont barrer la route à un moment ou à un autre. C'est son implication dans le projet comme si c'était le sien. Ça donne du cadre et ça permet de vraiment être très concret dans son business. C'est évidemment Théo, je pense qu'un coaching c'est très personnel et il a une énergie qui est communicative et qui donne envie de se dépasser, il arrive à transmettre son expérience. C'est le pragmatisme. On crée un plan d'action explicite et on avance. J'ai du mal à comprendre votre surprise alors que c'est une clause qui est là lors de l'arrivée de l'argent de l'investisseur. Vous n'aviez pas de conseils, vous ne regardiez que le montant de l'investissement. C'est difficile de croire que vous connaissiez à ce point les règles des investisseurs. Voilà, donc comme je le disais, en fait, moi j'ai pas pu négocier encore une fois. Il faut savoir que mes ex-associés qui sont restés ont mis en place des choses, des mécanismes. Ils ont pu racheter en fait des actions à certains associés, dont moi, et ils ont pu les transformer en ADP, donc en actions de préférence. Donc en fait, ils se sont arrangés, ils se sont organisés. Ce qui est normal, ce qui est logique, encore une fois, d'accord? J'ai pas de souci avec ça. Faut bien que les gens soient incentivés. Mais donc en fait, il y a eu 2 lectures, quoi. Il y a eu celle, en fait, des gens qui sont restés et qui ont pu s'arranger, en fait. Et ceux qui sont sortis et qui n'avaient pas les infos. La question, maintenant, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu être un petit peu plus informé? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un peu plus d'infos pour nous aussi peut-être réfléchir à comment on pourrait s'arranger? Voilà, ça c'est un des trucs pour moi où c'est toujours encore un grand mystère. Je pense que c'était assez volontaire de pas trop nous en dire non plus. Mais voilà, en tout cas, 0 info
Donc Didier, bah non, tu vois, je savais pas. Et encore une fois, c'était pas la première levée, hein. C'était la 4-5e levée et on n'avait plus d'oseille, quoi. Donc bon, le scénario est pas le même. T'as fait tout ça pour l'argent, c'est triste. C'est triste, c'est apostrophe EST. Voilà, c'est le seul commentaire que je vais faire. Théo, t'es cofondateur et tu aurais dû toucher à peine 3% du total. Comment t'as fait pour en arriver là? Du coup, des regrets à cette vente? Bah... bonne question. Déjà, c'est pas moi qui ai vendu, j'avais pas la main, donc je peux pas regretter. Après, des regrets, la grande question que tout le monde se pose, je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, des invests et tout, je sais, on en a parlé, mais il y a des gens qui se posent la question de est-ce que on a vendu au bon prix, pourquoi maintenant, pourquoi machin. Et là aussi, je sais qu'il y a un peu d'opacité, c'est pas très clair. Encore une fois, pas trop de communication. Voilà, des regrets à cette vente. Bah non, hein. Après de toute façon c'est toujours pareil, hein. C'est pas oublier qu'il y a des gens qui sont à la tête de ça, voilà, mes anciens associés, ça fait des années, ça fait 10 piges qui sont dessus, c'est aussi un peu à eux de décider, hein. Thibaut, alors, donc non, je ne pense pas que vous puissiez dire j'aurais dû toucher 300K. Alors, je sais pas si j'aurais pu toucher 300K exactement, mais ce qui est sûr, c'est que j'aurais pu toucher entre 150 et 200 minimum. Attendez, si je ne m'abuse, les clauses préférentielles sont négociées à la levée de fonds, elles n'apparaissent pas magiquement au moment de la vente, alors soit vous avez floué vos employés en leur cachant ça, soit ils n'ont a priori pas de raison d'être en colère. J'ai ma petite idée de la réponse, néanmoins, enrober un post d'emoji et de mots cool, ça rend pas la manœuvre plus clean. Mohamed. Bon. Bah en fait j'ai déjà répondu, hein. Encore une fois, j'étais pas là, j'étais pas présent, plus dans la boîte quand la boîte a été, en tout cas quand le nouveau pacte d'associés a été négocié. Donc, cette histoire de clause, je l'ai pas, encore une fois, j'ai pas été sollicité. Bref, ça je me répète. Mais voilà, juste je m'arrête 2 secondes sur ça. Donc là, ce monsieur, il pose une question, voilà, il pose une question tout à fait légitime. Et en fait, ce qui m'énerve dans l'histoire, et c'est ça qui est un peu énervant sur internet, chez les gens et tout, tu vois. Et du coup, je voudrais le mettre en avant parce que j'aimerais bien que les gens prennent conscience un peu de ça. En fait, la première partie de son commentaire à ce monsieur, il est très bien, tu vois. Mais juste, j'ai ma petite idée de la réponse néanmoins. Genre, en gros, il pose des questions, mais il a la réponse, il connaît, il sait tout, il connaît toute la situation, et derrière, enrober un post d'emoji et de mots cool, ça rend pas la manœuvre plus clean. 3 petits points. En fait, des fois, t'as vraiment envie de dire, les gars, genre, juste soyez un minimum mesuré dans vos propos. Quand vous savez pas, vous savez pas. Vous posez la question, attendez la réponse. Essayez d'avoir des infos avant de tout de suite commencer à aboyer et à mettre des trucs. En vrai, je m'en bats les couilles, je m'en fous. Mais c'est juste, c'est ridicule, tu vois. Déjà, en plus, tu perds du temps, t'as écrit un autre paragraphe. Ça sert à rien, quoi. Tu poses des questions, attends la réponse. Regarde, je te réponds, Mohamed. Voilà. T'as ta réponse en privé. Waouh. Mais ça a l'air d'être un gentil monsieur. Alors, comme je disais, il y a eu des posts ultra positifs, mais il y a eu aussi des posts vraiment qui étaient vraiment négatifs et à charge, quoi. Et je vais quand même répondre à ce monsieur. Je connais pas ce monsieur, je sais pas qui c'est, mais il s'est donné du mal, donc pareil, on va lui répondre aussi. Donc, le bel exemple de la fausse victime et un peu de pédagogie pour les jeunes entrepreneurs dans la vie. On a des droits et des devoirs, et faire du buzz sur LinkedIn, c'est pas la vraie vie. T'as fait les levées, donc c'est toi qui as négocié les liquides pref et les valos. Ça t'allait bien à ce moment-là. Pourquoi ça te surprend que tes investisseurs récupèrent ce qu'ils ont négocié? Pourquoi tu n'as pas négocié un carve-out? Tu fais comme si tu étais encore opérationnel, mais tu ne l'es plus depuis longtemps. 2023, tu es parti faire autre chose apparemment, t'as lâché l'affaire, donc ça fait pas 10 ans, et tu n'as pas participé à la négo de la vente. Du coup, pour l'interrogation, tes associés n'ont-ils pas fait de leur mieux pour vendre le mieux possible? Dur de comprendre quelqu'un qui se plaint alors qu'il est responsable de la situation, mais n'a pas participé à la vente et accuse les vicis. On est clairement pas tous parfaits, et je suis le premier à critiquer des méthodes dégueulasses, mais là tout a l'air clean, ils ont appliqué le pacte que tu as négocié. Donc à ta place, j'aurais plutôt félicité ceux qui ont réussi à vendre la boîte et à faire gagner de l'argent à plein de gens, y compris toi. Sinon, fallait rester et faire mieux, point d'exclamation. Waouh! Balle perdue. Donc, du coup, Romain, bah c'était un post intense, hein. Du coup, je vais me répéter un peu, hein, mais c'est toujours pareil, hein, j'étais pas là lors de la des négociations. Comme je le disais, moi je suis parti en juin 2019, juillet 2019. Et j'ai reçu un DocuSign à signer sans aucune explication, comme je l'explique dans la vidéo plusieurs fois, en septembre 2019.
Et évidemment, j'ai pas eu mon mot à dire, j'ai pas été sollicité ni rien. Et comme je l'explique aussi dans la vidéo, j'étais pas accompagné, je savais même pas qu'il y avait des clauses, etc., etc. Mais encore une fois, c'est aussi de ma faute dans un sens, tu vois. J'aurais pu faire attention, j'aurais pu relire, j'aurais pu l'envoyer à un avocat, etc. Il s'avère que j'étais pas accompagné, que j'étais pas dans les négociations, que j'étais déjà parti à ce moment-là. Il s'avère aussi, et j'en parle dans la vidéo, que j'avais fait un burn-out, que j'avais fait des crises d'angoisse, et qu'en fait, quand je suis sorti de Crème, en juillet 2019, je peux vous assurer que ça m'a fait du bien de partir. Je sentais que mentalement, j'en avais besoin. Donc il y a aussi un contexte qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis parti, il y a vraiment eu ce truc de putain, mais vas-y, j'ai plus envie d'en parler là pendant quelques mois, j'ai envie de faire autre chose. Et en fait, c'était très très frais. Et en fait, on est venu me presser avec un document. Et j'avoue que j'étais pas en situation en fait, j'étais pas en situation de force. Je voulais mettre ça de côté, j'en avais marre de parler de ça, ça faisait que 2-3 mois que j'étais parti. Et c'était assez compliqué pour moi de taffer le sujet alors que ça faisait des mois que j'en pouvais déjà plus, que j'étais pas bien, etc., etc. Et quand ça devient mental, quand ça devient physique, c'est compliqué. Donc en fait, il y a tout un contexte aussi qui était pas à mon avantage. Et voilà. Et maintenant, ce que j'explique dans mon post, c'est là où les questions que ce monsieur pose, il y a des questions qui sont ultra légitimes. Hein. Bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'il est à charge et qu'il écrit comme s'il connaissait l'histoire alors qu'il connaît pas l'histoire. Il connaît pas l'histoire. Lui-même le dit, il dit j'ai l'impression que... Donc voilà. Donc c'est fort quand même de partager un post sur son réseau, de me taguer et de dire le bel exemple de la fausse victime. C'est assez fort. Moi, ça me fait rien, très honnêtement. Mais je trouve que ce monsieur a quand même des pratiques pas fous, quoi. Comme je l'expliquais, moi j'étais quand même très 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 touché mentalement quand je suis parti. Depuis ça va très bien. Mais ce genre de personnes qui font ce genre de choses, c'est grave quand même. Parce que le gars il connaît pas l'histoire, ça tombe. Je suis toujours pas bien dans ma vie, etc., etc. Et en fait, tu vois, il m'allume comme ça sans connaître, etc. Ça peut faire mal certaines personnes. Donc autant il a posé des questions logiques, hein, légitimes. Hein, ces questions j'y ai répondu tout au long de la vidéo. Et j'y ai répondu là encore une fois. Mais ouais, c'est fou de voir qu'il y a des gens qui se permettent de dire des trucs comme ça, c'est assez flippant. Puis en plus, tu sens que le gars il l'a écrit, tu sens qu'il a passé une mauvaise journée, quoi. Genre, tu sens qu'il a déversé toute sa haine. Donc voilà, je finirai là-dessus pour le React. Il y a eu pas mal de questions légitimes. Très honnêtement, il y a eu beaucoup de gens et je trouve que justement là où il y a débat, où ça devient intéressant, c'est quand les gens viennent avec des questions, etc. Et ça c'est top, qui prennent pas juste mon message et les messages de manière générale pour argent comptant, tu vois. C'est des gens qui se posent la question, tu vois, qui essaient de chercher la vérité. Donc ça y a pas de problème. Après il y a certaines personnes, c'est ouf comment ils réagissent, comment ils écrivent, comment ils se permettent de dire certaines choses alors qu'ils ont pas les infos. Ils posent des questions mais après ils écrivent la réponse, ça n'a aucun sens. Donc voilà, ces gens-là, c'est du poison, hein. C'est ouf. Hein. J'ai un peu de mal avec ces gens, moi. C'est comme ça, ils existent, ils sont là. Donc voilà, c'était le React. J'espère que c'était intéressant. C'était important pour moi de revenir sur certains commentaires. Et très très rapidement, pour terminer vraiment, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont laissé des commentaires positifs et tout, des messages de soutien, etc. Encore une fois, le but du post, c'était pas d'être clivant, c'était pas de dire c'est eux contre moi ou autre. C'était pas ça le but, et ça l'est toujours pas. Mais ça fait du bien d'avoir des gens, tu vois, qui te disent merci du partage, merci, c'est intéressant, blablabla. Encore une fois, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que à travers ce post, on pouvait pas tout comprendre, et donc évidemment qu'il y avait besoin de faire du contenu supplémentaire. Donc apprendre avec des pincettes ce post, parce que forcément il faut écouter le reste de l'histoire. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire et ludique. C'est pas si simple hein, mais on essaie. L'objectif avec cette vidéo, ça a été d'apporter de la transparence et du contenu de qualité à tous les entrepreneurs qui s'intéressent de près ou de loin aux levées de fonds, au fait d'avoir des investisseurs, aux startups, à l'entrepreneuriat, enfin voilà un peu à tous ces sujets là. Voilà, pour moi ça a été aussi l'occasion à titre personnel de revenir sur tout ça.
de prendre du recul, d'un peu mieux comprendre aussi ce qui s'est passé, en me remettant dans les dossiers, dans les documents, etc. Et ça fait du bien en fait de revenir un peu sur ça, d'essayer de comprendre. Voilà, maintenant encore une fois, ce que j'expliquais récemment, c'est que pour moi je documente un peu tout parce que c'est une façon pour moi d'avancer dans la vie et de se dire que tout ce que je fais, c'est des tests, c'est des expériences et voilà, ça marche ou ça marche pas, c'est pas grave, t'apprends toujours. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui fonctionnent pas du tout, voilà. Donc des fois c'est un peu un mix des deux. Voilà, si tu découvres maintenant cette chaîne avec cette vidéo, c'est une chaîne qui s'appelle First Years où on documente les premières années d'une startup. Le concept évolue de plus en plus et on se permet de faire des vidéos un petit peu plus larges sur d'autres sujets. Voilà, en tout cas si t'es un entrepreneur, une entrepreneur et que t'as envie de t'y intéresser de plus près et que t'as envie de regarder du contenu de qualité et des contenus transparents, t'es au bon endroit. Contenu de qualité, je sais pas, en tout cas j'essaye. Voilà, aussi très rapidement pour vous dire que désormais au montage, c'est mon petit frère, donc tout ça devient un family business, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est tout, c'était juste pour vous dire ça. Bon, et si t'es pas encore abonné, fais-le, c'est gratuit, pour toi c'est pas grand chose, mais en tout cas pour moi et pour mon ref, ça nous donne énormément de force pour continuer à produire du contenu de qualité. Allez, bise.